E-Magazine présente une nouvelle révélation sur l'affaire du navire négrier, l'Amistad. L'article devant nos yeux est daté du 20 février 1842. C'est le journal haïtien, La Feuille du Commerce, de M. Joseph Courtois, qui nous informe. La Chambre des représentants de la Caroline du Sud a adopté à une immense majorité les résolutions suivantes. Résolu que la Grande-Bretagne, en détenant et visitant nos navires en temps de paix, en refusant d'indemniser nos citoyens pour les esclaves qui, jetés par les périls de la mer sur ces provinces des Indes occidentales, ont été émancipés par elle, en intervenant arrogamment dans l'affaire de l'Amistad, en approuvant la conduite de ceux de ces sujets qui ont violé notre neutralité par une invasion armée sur le territoire d'un des États souverains de la Confédération et en ajournant l'arrangement relatif aux frontières du Nord-Est, a évidemment manifesté soit un insolent mépris pour l'honneur fédéral, soit l'intention formelle de provoquer par une série d'agressions la rupture de nos relations amicales. Résolu que le droit usurpé par la Grande-Bretagne de visiter nos navires sur les hautes mers et d'émanciper nos esclaves lorsqu'ils sont jetés par hasard sur les côtes, s'il n'est pas immédiatement repoussé et empêché, constituera un précédent en vertu duquel toutes les nations pourront, comme elles, sous les mêmes faux prétextes, tenter d'interrompre le commerce des esclaves entre cet État et les autres États de la Confédération. Qu'auraient dit les représentants de la Caroline s'ils avaient su ce qui vient de se passer à propos des esclaves de Richmond? Le schooner James Power, arrivé en 8 jours de Nassau, Nouvelle-Providence, à Baltimore, a apporté la confirmation des détails qui avaient été reçus par la voix de la Nouvelle-Orléans sur la révolte de ces esclaves qui a eu lieu à bord du brick créole et sur la complicité dont se sont rendus coupables les autorités anglaises de Nassau en prenant les meurtriers sous leur protection. Il est certain que la plus grande partie des nègres avait été expédiée pour la Jamaïque. Quant à ceux qui avaient été mis en prison pour la forme, on s'attendait à les voir acquittés bientôt par la justice, sous prétexte qu'ils n'avaient agi que pour leur légitime défense. 2 de ces prisonniers étaient morts des suites de leurs blessures. Le compiler de Richmond annonce que les esclaves embarqués à bord du Créole étaient assurés à la Nouvelle-Orléans par 3 compagnies d'assurance pour une somme de 90 100 gourdes. Mais il y aura, entre les propriétaires et les assureurs, un procès dont il est difficile de prévoir le résultat. Voici les polices d'assurance. Celle de la Fireman's Company est ainsi conçue. Les assureurs ne sont pas responsables en cas de suicide, mort naturelle, désertion, mutinerie. Ils assument les risques de l'intervention d'un gouvernement étranger ou de ses agents. Celle de la Merchant Company porte: la compagnie n'est pas responsable en cas de suicide, désertion ou mort naturelle, mais elle garantit contre les dangers d'émancipation, de détention ou de saisie par une puissance étrangère. Celle enfin de l'Oceans Company dit: la compagnie assure contre tout risque, notamment contre l'intervention étrangère,
Elle garantit contre l'évasion, l'insurrection et la mort naturelle. Les 3 compagnies ont refusé de payer. Il nous est difficile de comprendre sur quel motif la 3e base son refus. Quant aux 2 autres, elles se fondent sans doute sur ce que l'intervention étrangère dont elles sont responsables a été précédée et amenée par la mutinerie et la désertion dont elles ne répondent pas. Comme on le voit, la chicane aura beau jeu dans cette affaire. La diplomatie ne sera pas moins embarrassée que la justice. En effet, le gouvernement des États-Unis ne manquera pas de demander à celui de l'Angleterre l'extradition des esclaves libérés ou une indemnité égale à leur valeur. Or, il y a des antécédents qui ne permettent pas de douter qu'il sera répondu par une fin de non-recevoir aux réclamations américaines. La loi anglaise, comme la loi française, déclare que tout esclave qui touche le sol national est libre. Il n'est pas permis à aucune autorité, grande ou petite, de s'opposer à l'exécution de cette loi. Il y a quelques années, un navire américain chargé d'esclaves échoua sur les îles Bahamas et les nègres furent émancipés. L'indemnité fut réclamée. Après une longue discussion, le gouvernement anglais consentit à l'accorder parce que c'était le premier cas qui se présentait. Mais il déclare qu'à l'avenir, il ne paierait plus rien parce que ce n'était pas sa faute si les navires venaient se jeter sur les côtes anglaises. En 1838, en payant le dernier dividende de cette indemnité, Lord Palmerston renouvela formellement cette déclaration. Une correspondance s'éleva à ce sujet entre lui et Mr. Stevenson, qui déclara que les États-Unis ne reconnaîtraient jamais le droit réclamé par l'Angleterre. Mais ce ne fut qu'un échange de mots dans lequel il n'y eut de part et d'autre aucune concession. La querelle qui ne portant d'abord que sur un principe va s'engager maintenant sur un fait. Si les 2 rivaux sont fidèles à leurs antécédents, passeront-ils des menaces aux actes? Nous verrons. L'article est signé d'un C majuscule point des États-Unis d'Amérique. Il faut dire que la zizanie entre les 2 pays à quoi on s'attendait de Port-au-Prince n'a pas eu lieu et que cette affaire d'indemnité n'avait pas atténué les bonnes relations entre les 2 pays. Ce n'était pas la condition sine qua non pour le maintien de l'amitié et de la coopération qui devait exister entre l'Angleterre et les États-Unis. Winnie Morton pour e-Magazine.